Bonjour très chers téléspectateurs, merci de nous recevoir chez vous. Vous êtes sur Wangari TV, la chaîne pour tous. Business Time, c'est cette toute nouvelle émission consacrée aux entrepreneurs, aux institutions financières et aux bailleurs de fonds. Avec notre hôte, nous allons échanger sur les questions et les enjeux auxquels répond son activité. Pour cette émission, nous recevons le fondateur de IMAT, Institut International de Management du Tourisme et de l'Hôtellerie. Bienvenue dans Business Time. Bonjour monsieur le fondateur et merci de nous avoir reçus dans votre institut. Pour planter le décor, nous allons vous demander de vous présenter à nos téléspectateurs. Bonjour monsieur Moustapha, moi c'est monsieur Hamid Dourfaï Adamou. Enchanté. Voilà, donc je suis le promoteur de IMAT. Voilà, vraiment c'est la première fois qu'on a implanté une école pareille au Niger. Une école d'hôtellerie? D'hôtellerie, oui. Donc depuis quand j'étais étudiant au Maroc, donc mon ambition vraiment c'était d'offrir au pays au moins une petite école là où on puisse faire au moins une petite formation de base. Et ça m'a pris 10 ans, finalement on est arrivé. D'accord, très bien. Et au Maroc, quelle était la formation dans laquelle vous vous êtes spécialisé? Au Maroc, je me suis spécialisé dans la gestion hôtelière. D'accord. Donc, c'est une spécialisation en fait, qui englobe tout, la cuisine, la pâtisserie, la gestion, la comptabilité, le marketing. En fait, en somme, un tronc commun. Un tronc commun, oui. D'accord, très bien. On est polyvalent. D'où vous est venue l'idée de la création de votre propre institut d'hôtellerie, sachant que c'est un secteur qui est en expansion ici au Niger? Oui, vous savez, à l'époque, quand j'avais eu ma bourse, en fait, au départ, ce n'était pas une bourse pour aller faire l'hôtellerie, c'était une bourse pour aller faire comment on appelle, la littérature française. En fait, il n'y avait que 2 bourses disponibles à l'époque, soit la littérature française, soit la gestion hôtelière. Donc j'ai choisi la littérature française, mais ma famille m'a dit non, il faut choisir l'hôtellerie. J'ai dit non, mais l'hôtellerie, je n'ai pas eu mon bac pour aller laver des assiettes et couper des tomates. Moi, j'ai eu mon bac. Je voulais abandonner l'école et finalement on m'a dit non, d'attendre. Après j'ai vu des choses intéressantes, les rencontres, la cuisine, n'est-ce pas, les touristes au niveau du Maroc et c'était vraiment agréable. Il y a une rencontre qui est là, il y a quelque chose qui... c'est vivant. En fait c'est un secteur qui est vivant. On rencontre toujours de nouvelles personnes. Et on apprend toujours. D'accord. Donc nous pouvons dire que c'est un secteur qui vous a passionné à un moment et vous vous êtes lancé. Au début, c'était... je voulais pas du tout. D'accord, très bien alors. Monsieur le fondateur, quelle analyse faites-vous de l'entrepreneuriat au Niger? L'entrepreneuriat dans un aspect global. Vous savez, l'entrepreneuriat au Niger, c'est un peu compliqué. En fait, c'est compliqué, mais c'est pas compliqué. C'est compliqué si on attend de l'État, ou bien des autres, ou bien des banques. Très bien. C'est ça le problème. Mais dès lors que tu as une idée, une vision, une motivation, je crois que ça va être facile de vous lancer. L'entrepreneuriat, de façon générale au Niger, moi, je pense que ça se passe bien parce que les gens, on voit chaque jour, on voit de nouvelles sociétés qui se créent, de nouvelles compagnies. Et à la tête, il y a des jeunes qui sont là. Vous savez, maintenant, moi, ce que je peux dire aux gens, aux jeunes, il faut avoir la passion de ce que vous voulez faire. Exact. Il faut avoir une vision claire de ce que vous voulez faire. Il faut avoir la motivation. N'attendez rien de l'État. Rien du tout. Très bien. N'attendez rien de qui que ce soit. Lancez-vous. Il faut prier Dieu et ça va marcher. Vous voyez? Très bien. Malheureusement, il y en a qui pensent qu'il faut qu'il y ait de l'argent pour monter un business. Non, il faut de la conviction et de la foi pour monter quelque chose. Quand j'avais monté, je voulais faire l'école, je voulais ouvrir l'école, j'ai pris la maison de mon papa, les papiers pour aller hypothéquer. On est 11 dans la famille. Et on m'a donné la maison, les papiers de la maison pour aller à la banque chercher de l'argent. Soit ça réussit ou bien on vend la maison, mon papa et maman seront dehors. Mon papa a cru à moi. Vous voyez? Et c'est un risque qu'il faut C'est un risque qu'il faut prendre. Et le Nigérien a peur du risque. Le Nigérien a peur du risque. Mais plus le risque est grand, plus vous allez réussir. Très bien. Le pari, plus vous pariez sur quelque chose, et vous ne voulez même pas prendre le risque de 20 000 francs. Faire un petit commerce, tu mets 20 000 francs, les gens vont te décourager tout de suite. Voyez.
Très bien, monsieur le fondateur. Du coup, pouvons-nous affirmer que le secteur de l'hôtellerie a connu une évolution ici au Niger? Parce qu'avant, nous le savons, il n'y avait que 2, 3, 4 hôtels. Et là, actuellement, on en compte plus d'une dizaine. Et aussi des hôtels qui sont 5 étoiles bien cotés. Est-ce que nous pouvons affirmer que ce secteur est en évolution ici au Niger? Oui, vous savez, nous on a assisté à tout en fait. Quand j'avais eu ma bourse, il n'y avait que l'hôtel Gawé, Grand Hôtel et autres. Il n'y a que ces 3 hôtels, Grand Hôtel, l'hôtel Ténéré. Je crois que c'était des 3 hôtels, des 3 étoiles. Oui. Donc Sofitel, Gawé était Sofitel à un moment donné. Une chaîne française. Et voilà, du groupe Accor. Maintenant, ce n'est plus le cas, c'est redevenu l'hôtel Gawé. Maintenant, l'évolution, c'était pas dans les années en fait 2008. 2008, il n'y avait pas grand-chose. Quand j'ai ouvert l'école, j'avais eu 15 étudiants. À la fin de l'année, je me suis retrouvé avec 4. Les autres ont abandonné, surtout des filles. On les a découragées que c'est l'hôtellerie. C'est un secteur qui ne sera pas, la perversion, qui n'a pas d'avenir et tout ce qui suit. Et elles ont été découragées par les parents ou bien par d'autres. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais elles ont abandonné. Il y a 2 ou 3 qui se sont mariés et le mari a décidé de les retirer de la formation. Très bien. Donc je me suis retrouvé avec 3 ou 4. Et ça m'a pris quand même 7 ans ou 8 ans. Pour reconstruire. Pour faire comprendre aux parents que non, ce n'est pas ce que vous pensez. Parce qu'au niveau de la mentalité aussi, la mentalité. Il fallait aussi... dans un hôtel, c'est un business. Il y a la comptabilité, il y a le marketing, il y a le service DRH, il y a l'administration, il y a la cuisine, il y a tout en fait. Donc Dieu merci, ces dernières années, il y a quand même un changement de mentalité. Exact. Avec la construction de nouveaux hôtels comme Radisson, Bravia, ce sont des partenaires sûrs, on travaille avec eux. Très bien. Bravia, nous et Go Good Food, ce sont des partenaires qui sont là, ils nous ont vraiment apporté un nouveau souffle de vie. Voilà. Ce qui m'a encouragé quand même à communiquer davantage pour faire venir les jeunes, pour les faire former. Avant, je ne pouvais pas les faire parce qu'il y a un problème, il y a un blocage qui est là. Un blocage psychologique qui est là et un blocage aussi structurel, institutionnel qui est là aussi. Exact. Voilà. L'environnement n'était pas favorable. Voilà. C'était ça le problème. Maintenant, avec la création de tous ces hôtels, je peux prendre jusqu'à 300 étudiants qu'on peut former. Ça ne sert à rien de les former chez nous, on n'a pas beaucoup de matériel. Et de l'autre côté, les hôtels ne peuvent pas prendre jusqu'à 100 personnes. Dans les cuisines sont trop petites, ils ne peuvent pas prendre trop d'étudiants dans leur cuisine. Donc c'est qu'il y a un problème de logistique qui va se poser à la fin de la formation. Il faut que ces jeunes voient les machines, c'est-à-dire les équipements lourds qui sont dans la cuisine. Il faut qu'ils arrivent à travailler avec ces équipements-là. Mais nous, on n'a pas ça. Les travaux dirigés. Et s'il n'y a que 2 hôtels ou 3 hôtels, où est-ce qu'ils vont aller pour faire leur stage? C'est ça le problème. Et ça a évolué. Dieu merci, aujourd'hui, on a des femmes mariées. On a des malamas. Qui sont inscrits à l'école. Oui, on a des malamas, on a 2 ou 3 ici, des femmes mariées. C'est les maris, ce sont les maris même qui les amènent maintenant. Dieu merci, il y a des mamans qui appellent. Je suis très content, il y a des maris qui viennent. Vous voyez. Très bien. Donc, elles ont compris que ce n'est pas forcément que tu dois travailler dans un hôtel. Non, tu peux ouvrir ton business, ton propre business. Ça veut dire que les débouchés de ces étudiants n'est pas uniquement que dans les hôtels. Non, du tout. En fait, c'est qu'ils ont compris qu'il y a cette alternative. C'est pour cela qu'ils sont venus, les femmes, les maris. Ils ont la possibilité d'entreprendre à travers le métier de l'hôtellerie et bien aussi, sûr. Par exemple, les pâtisseries. Bien sûr. Très bien. Elle peut rester à la maison si elle se marie et que son mari ne veut pas. Qu'elle sorte. Elle peut rester chez elle, utiliser son WhatsApp, son TikTok et faire la promotion de ses produits. Il y a des distributeurs, il y a des livreurs aujourd'hui. Personne ne va la voir. Elle n'est pas obligée d'afficher son image. Et c'est bien. Et ça marche. Il y a les pauses café aussi. Il y a beaucoup qui veulent se lancer. Les services traiteurs. Ça rapporte beaucoup d'argent. Très bien. Donc il y a beaucoup qui veulent se lancer dans le service traiteur également. Donc nous pouvons affirmer que l'insertion de vos étudiants n'est pas uniquement que dans les hôtels. Vous avez aussi la possibilité d'entreprendre sur votre propre compte. Avec votre idée, vous pouvez vous lancer aussi. Bien sûr, bien sûr. En fait, c'est ça même l'idée. En fait, on est en train de... Chaque fois, avec ces étudiants, on parle avec eux pour essayer de faire changer leur mentalité. La fonction publique, c'est pas ça. C'est plein. D'accord. Maintenant, la formation professionnelle, on essaie de leur faire comprendre que c'est très bon pour eux. Tout le monde ne peut pas aller travailler dans le bureau.
Et c'est vrai. La Comme preuve. les enfants aiment l'argent maintenant. Voilà. Ah non, Si du vous tout. voulez vous aimez l'argent, il faut faire votre propre business. Très bien. Un salaire à la fin du mois, ça va finir tout de suite. Or que l'entrepreneuriat, ils peuvent gagner plus. Tout de suite, avec une seule pause café, elle peut se faire 6 millions tout de suite. Ça Bien sera sûr. mon salaire de 2 ans. Très bien. 5 ans de salaire pour d'autres. Et tu peux ramasser ça en 5 jours. Et oui, et ce sont des très bonnes opportunités. Ça c'est sûr. Monsieur le fondateur, quel est le poids du secteur de l'hôtellerie dans l'économie du Niger? Est-ce que l'hôtellerie contribue réellement dans l'économie nationale du pays? Est-ce que le secteur du tourisme permet à ces hôtels de vivre? Est-ce que les hôtels ont un chiffre d'affaires qui leur permet de subvenir à leurs besoins, aux besoins de leurs employés et aussi de contribuer à l'économie du pays? Vous savez, On parle de chiffre d'affaires. oui, vous savez, au début, ça marchait très bien au Niger. Il y avait le tourisme, il y avait Agadez, il y a même des vols charters qui venaient au niveau d'Agadez. Avec l'insécurité, la déstabilisation de la Libye, Exact. l'insécurité dans le nord jusqu'au Mali, et vous avez vu jusqu'ici à côté de nos portes, il y a des attentats. Et ça fait en sorte que les hôtels ne fonctionnent plus. C'est-à-dire le tourisme, n'est-ce pas, ne marche plus en réalité. Dans toute la région, ça ne marche pas. Et ça, c'est vraiment un coup dur pour les hôtels. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les hôtels se sont réinventés. Ils ont créé un autre type de profil, c'est-à-dire qu'ils cherchent. C'est-à-dire, ils font ce qu'on appelle le tourisme d'affaires. Ils font des colloques, des séminaires. Vous voyez, ce sont des séminaires qui marchent. D'accord. On fait des séminaires sous-régionaux et les hôtels se retrouvent maintenant. Ce n'est plus du tourisme, maintenant c'est du tourisme d'affaires. Les gens ne font que des réunions, des ateliers, vous voyez, les symposiums, les sommets de l'Union africaine. Ce sont des choses qu'on crée maintenant pour que les hôtels se remplissent. D'accord. Vous voyez. Donc, ce n'est plus le tourisme de loisirs. non, est-ce que vous voyez des touristes dans la ville? Mais c'est un tourisme d'affaires. D'affaires. Oui, d'affaires si on veut. D'accord. Les gens viennent. Très bien de le noter. Voilà. Et les hôtels sont dotés maintenant. Vous voyez, ils sont en train de challenger pour avoir les meilleures salles de conférence, salles de réunion avec des micros, des trucs. Tout le monde va outils de dernière génération. Voilà, pour faire des conférences, des vidéoconférences. Donc c'est ça. En fait, tout le monde a migré vers ce type de tourisme. Très bien. Les Européens ne viennent plus. D'accord. Et Mais le tourisme, l'hôtellerie, ça marche maintenant. Comment on appelle, les chambres sont toujours pleines. d'accord. Très bien. Est-ce que donc là vous l'avez notifié, vous avez des partenariats avec les hôtels comme Bravia, Radisson, Noom et les autres. Là, est-ce que vous avez des partenariats sûrs avec eux pour l'insertion de vos étudiants? Juste pour des stages pratiques, pour leur permettre d'avoir le métier et d'avoir la main et peut-être plus tard, soit s'insérer dans ces hôtels ou travailler à leur propre compte. Est-ce que vous arrivez à les placer? Que ce soit au niveau de l'hébergement ou au niveau de la cuisine, pour ceux qui ont fait l'hébergement pour la réception, les chambres et tout ce qui suit. Oui, bien sûr, on arrive à placer ces étudiants. Beaucoup sont placés déjà. Il y en a qui, dès la première année, ils essaient de les recruter et nous, on refuse. On a eu des cas comme ça. Très bien. Dès la première année, on les envoie juste pour une petite formation, les gens veulent les retenir. On leur dit non, c'est pas bon, il faut les laisser finir leurs études. C'est pas bon, il faut qu'ils aient une formation complète. Et là, ils seront plus intéressants sur le marché. Vous voyez. Très bien. Ça veut dire que vos étudiants ont une certitude d'avoir au moins un stage. Le stage est garanti déjà. À la fin de l'année, ils iront tous en stage. Très bien. Et curieusement, pendant le stage, ils identifient ceux qu'ils veulent recruter à la fin de leur... Avant même, en amont. On a eu des cas pour Radisson déjà, pour Bravia aussi, on a eu. Très bien. C'est encourageant. D'accord. Pourquoi le choix de Institut international? Quelles sont les nationalités que vous accueillez ici à IMAT? Bon, international, c'est parce qu'on a un partenaire au Maroc et en Égypte. C'est pour cela au début j'avais mis le mot international. Mais au-delà de ça, on accueille aussi, on accueille des nationalités ici. On a des Guinée-Bissau, Guinée-Bissau. Très bien. C'est ça. On a Cameroun ici, on a Togo, on a Bénin, on a Nigeria. Nigeria aussi, on a les deux parties. On a Lagos, on a
la partie Hausa aussi, on a les deux. C'est la première fois qu'on a des anglophones chez nous quand même. Ça fait plaisir de les accueillir. C'est pas parce que chez eux, ils n'en ont pas. Ils ont de très belles hôtels. Ils ont eu les hôtels 5 étoiles bien avant nous. Et c'est bien. Mais ils vivent ici, ils sont venus avec nous. Ça fait plaisir. Très bien. Ça veut dire qu'il n'y a pas que les Nigériens qui s'inscrivent à IMAT. Quelle que soit la nationalité, vous pouvez aussi vous former dans cette école. Et aussi, je vais ajouter, quel que soit aussi l'âge. Donc on a des programmes sur mesure pour les personnes âgées, pour les femmes au foyer, ou bien les hommes qui aiment la cuisine, mais peuvent venir se faire former ici. Il y a des plages pour eux spécialement. Ça veut dire que les profils diffèrent, quel que soit le niveau de la personne, que ce soit au niveau du brevet, du bac ou le supérieur, la personne peut s'inscrire et bénéficier de la formation. Très bien. Aussi, les filles qui se marient. En fait, il y en a qui, à une semaine de leur mariage, elles se rendent compte qu'elles ne savent pas préparer. D'accord. Elles nous appellent pour une formation d'une semaine. Je dis, mais il n'y a pas de formation d'une semaine. Ça veut dire que vous n'offrez pas que des formations à l'école, ça y a des formations aussi en extra pour soutenir et accompagner les femmes au foyer. Très bien. Mais ce que je voulais dire, il y en a, elles ne savent pas préparer des filles. C'est à la dernière minute on nous demande qu'on les forme. D'accord. Combien d'écoles d'hôtellerie existent-ils au Niger? Bon, officiellement, nous sommes la seule école. D'accord. Oui, donc la preuve, même lors des examens de l'année passée, il n'y a que IMAT seul qui a, sur tout le Niger, sur toute l'étendue, il n'y a que nos élèves qui étaient présents. C'est vrai, il y en a qui essaient, il y avait Guidan Gwaninta qui était là, qui avait essayé. Moi, j'ai trouvé Guidan Gwaninta, eux, ils formaient des jeunes pour placer dans les foyers, les bonnes, pour préparer ce. D'accord, très bien. Oui, donc il y a comment on appelle, quartier Access, eux aussi ils le font, mais c'est pour autre chose encore. Eux ils ne font pas la diplomation. C'est pour le PRODEC qu'ils forment les gens, mais eux ils ne font pas la diplomation comme nous, reconnue par l'État. C'est-à-dire que vos diplômes sont reconnus par l'État, oui. Donc on fait des CAP, le BEP, le Bac Pro. Très bien. Il y en a qui font des formations, c'est vrai. Mais nous on essaie vraiment d'être... Des diplômes certifiés et reconnus par l'État, pour une insertion plus garantie et plus facile. Très bien. Que faut-il pour développer le secteur de l'hôtellerie au Niger? Oui, le secteur a connu un essor. Il y a eu quelques hôtels 5 étoiles qui ont été construits, mais c'est insuffisant, nous allons le dire. Que faut-il pour encore plus développer ce secteur et joindre aussi le tourisme? Que faut-il aussi pour développer ce secteur, et l'hôtellerie et le tourisme? Parce que c'est deux secteurs qui vont ensemble. Le tourisme est accueilli dans un hôtel. Vous savez, pour faire développer ce tourisme, il y a deux problèmes. D'accord. Le premier problème, ce sont les statistiques. En fait, les hôteliers, le problème, en fait, on n'arrive pas à se coordonner ensemble, c'est-à-dire sur, je sais pas moi. Est-ce qu'il y a une union des hôteliers? Il y a une union qui est là, mais ici au Niger. Oui, chaque fois le ministère nous demande d'amener les statistiques. Les données, combien de touristes il y a eu, combien ont été hébergés, les chiffres. Et c'est compliqué. Le ministère a du mal à avoir ces statistiques. Mais le ministère de tutelle n'est-il pas mieux outillé pour avoir ces statistiques? Parce que c'est eux qui accueillent ces touristes qui viennent, et ils ont aussi à travers la DST le nombre de touristes qui sont enregistrés et tout ce qui suit. Oui, vous savez, le ministère n'a pas un rôle policier en fait. D'accord. Ils viennent juste sensibiliser les gens, les hôteliers. Vraiment, il faut donner de bonnes statistiques. Ce n'est pas pour donner aux impôts, ce n'est pas pour faire quoi que ce soit. Les statistiques permettent, maintenant sur le deuxième niveau, permettent aux politiques, c'est-à-dire à l'État, au gouvernement, de voir le poids. Le chiffre d'affaires que représente l'hôtellerie au Niger. Mais sans ces statistiques, sans ces données, ces chiffres, mais comment est-ce que le gouvernement va investir dans notre secteur? Et c'est vrai. Ça veut dire qu'il faut... quoi? Mais si eux-mêmes ils voient que voilà, la part de l'hôtellerie, c'est des milliards et des milliards de dollars, je vous assure, le gouvernement va faire de ça une priorité. Parce qu'il faut le noter. Ils vont se baser sur quoi pour nous aider? Oui, c'est vrai. Les statistiques, et les statistiques, qui donnent les statistiques? Ça commence par le bas. Oui, parce qu'ici, il faut le notifier dans la sous-région. S'il faut citer peut-être la Côte d'Ivoire, oui, ils ont plus de sites touristiques que nous, mais le tourisme et l'hôtellerie contribuent au PIB du pays à une hauteur très importante, sans pour autant chiffrer. Mais ici au Niger aussi, qui sont ces personnes-là
qui sont censés avoir ces chiffres pour que l'État accompagne les hôtels, les écoles. Oui, ce sont ceux qui accueillent d'abord. D'accord, les hôteliers. Ils doivent avoir, n'est-ce pas, ces statistiques, ces données. D'accord. Je le répète, ces données ne seront pas transmises aux impôts. Ces données, c'est pour le ministère. Très bien. Et ces données sont, dans ces données, on a ce qu'on appelle la taxe hôtelière. C'est une taxe que chaque client, chaque touriste qui passe la nuit au Niger, Qui est de 500 francs. 500 francs par jour et CFA. par nuit et par personne. Vous savez, les 500 francs sont divisés en deux. Il y a une partie qui va à la commune dans laquelle l'hôtel est installé. Il y a une partie qui part au ministère. Et la partie qui part au ministère aussi, une partie est gardée pour la formation professionnelle du secteur. Et une partie est gardée pour la promotion à l'étranger. D'accord. Mais l'argent là ne rentre pas. Comment le ministère va faire la publicité pour nous quand il y a des foires internationales et autres? Le Niger doit être là-bas avec des dépliants, des hôteliers, de tout ce qu'on a, mais il n'arrive pas à avoir ces fonds. Et ça, c'est au ministère de faire ce travail, mais à travers les taxes qui sont prélevées sur l'économie de l'hôtellerie. Voilà. D'accord, très bien. Je pense que c'est très bien noté. Nous allons passer à notre avant-dernière question. Quel est l'avenir de l'hôtellerie au Niger? Quel est l'avenir de ce secteur ici au Niger? Malgré l'insécurité que vous avez si bien notifiée, malgré le manque de suivi de ce secteur, quel avenir envisagez-vous? Quel avenir prévoyez-vous pour le secteur de l'hôtellerie ici au Niger? Oui. L'avenir, en fait, là, c'est à deux niveaux. D'accord. Je vois que les hôtels sont en train de s'installer. Il y a Hilton qui va s'installer bientôt, mais je sais que ces jeunes-là seront des concurrents pour ces hôtels. Parce que la plupart ne veulent pas travailler, pour un début peut-être ils vont travailler dans les hôtels, mais la plupart ils ont des ambitions de créer des choses. D'accord, très bien. Et si celle-là, elle crée un restaurant qui fait du buzz, ça va créer les clients qui vont venir vont juste dormir dans les hôtels, mais ils vont préférer aller dehors manger sur ces gens-là. Très bien. Vous comprenez? C'est ça qui va se passer. Très bien. Elle sait qu'elle aura un salaire de 100 000 francs par mois là-bas, si elle travaille dans un hôtel, mais si elle fait son propre business, dans le mois, elle peut se faire 15 millions. Et c'est possible. Ou 6 millions. C'est possible. Pourquoi aller travailler pour 100 000 francs? Le taxi même pour aller, la plupart, maintenant tout le monde est en banlieue. À 7 heures. Ça va coûter, celle-là, il y en a toutes. Je suis sûr que tous les élèves là, vous dépensez au moins 30 000 par mois. Pour le transport. Oui, il y en a qui sont payés 500, ni mieux 500. Ton père te donne combien encore? Ouais, c'est un budget. C'est énorme ça. C'est énorme. Et les quartiers seront de plus en plus éloignés. Et c'est vrai. Vous voyez. Donc moi je pense que l'avenir elle est radieuse. Très bien. Pour les étudiants, pour les jeunes. Vraiment il y a beaucoup de choses à faire. Parce que manger, les gens vont toujours manger. D'accord. Très bien. Les étrangers, on va toujours accueillir les étrangers. Très bien. Il faut juste se démarquer, être meilleur que les autres. Ça veut dire que les plus performants vont ça, s'insérer. ça c'est sûr. Donc à vous, chers étudiants, chers camarades, de vous outiller et de vous mettre au travail. Comme on le dit dans votre jargon, vous avez du pain sur la... Voilà, il y a même Très bien. du pain là qui est là. Très bien. Sur la planche. Quels sont les conseils que vous allez donner à ces étudiants et aux futurs étudiants qui souhaitent éventuellement s'inscrire à IMAT? Bon, le conseil que je vais donner seulement, faut pas rester à la maison. Ceux qui sont là déjà, moi chaque fois je les remercie, le fait de se réveiller chaque matin, de venir, c'est déjà une motivation en soi. Mais il faut continuer la persévérance, il faut chercher, il ne faut pas vous décourager. N'est-ce pas? La valeur d'un ouvrier, c'est ça, c'est son savoir. Exact. Vous voyez, quand on paye à un cuisinier 1,5 million, c'est pas sa personne, on ne s'intéresse pas à ça, mais c'est ça, sa valeur, sa force de travail qu'on est en train d'acheter. Maintenant, actuellement, vous tous, votre force de travail coûte combien? Inestimable, je dirais. Pour ceux-là, non, c'est en bas. Vous voyez, donc votre force de travail, c'est ça que vous vendez. Nous avons un salaire au Kigara, non. Mais si ta force de travail, c'est la capacité à faire des merveilles avec tes mains. Très bien. Si c'est rien du tout, tu es nul, ça veut dire que ta valeur ne vaut rien du tout. Et quand tu sais que tu sais faire quelque chose, là, tu vaux de l'argent. Donc, il faut faire en sorte que votre force de travail ait de la valeur. C'est ça. Très bien.
Nous allons vous remercier de nous avoir reçus, monsieur le fondateur. Merci. Et merci à vous et très bon vent à l'école et très bonne suite surtout. Merci beaucoup. Merci. Ça marche. Très chers abonnés, merci de nous suivre sur Wangari TV, la chaîne pour tous. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur nos réseaux sociaux, liker, partager et commenter nos publications avec le hashtag BusinessTime. Nous allons finir cette émission à l'IMAT et nous allons les remercier de nous avoir accueillis. Nous allons nous retrouver très bientôt avec un autre invité et d'ici là, vous le savez, prenez soin de vous.